Voilà. Je me retrouve dans une vidéo, ça fait 1000 ans que j'ai pas tourné de vidéo face caméra, me revoilà. Et ça fait également 1000 ans que je dois tourner cette fameuse vidéo sur Erasmus, parce que c'est une vidéo que je sais que vous me demandez, parce que je sais qu'il n'y a pas forcément full d'informations et qu'on a souvent beaucoup de questions à propos de ce programme, de ce que c'est, etc. et de toutes les informations pour comment s'organiser. Et du coup dans cette vidéo je vais essayer de répondre au maximum à vos doutes et essayer de vous éclaircir sur tout ça, vous donner mes conseils et vous parler de tous les points que ça englobe. Je vais essayer de faire ça au mieux. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Erasmus? Erasmus, c'est un programme d'échange international. Et souvent on se demande qui peut y avoir accès en fait. Et sur leur site c'est clairement expliqué que ça dépend de l'organisme en fait. S'il y a une institution ou alors une association ou un établissement qui font certaines actions qui peuvent être soutenues par le programme Erasmus, mais également pour différents individus, que ce soit des étudiants, des jeunes, des apprentis ou des formateurs, des enseignants, vraiment, c'est plus large que ce qu'on pense. Donc le mieux à faire c'est que vous vous dirigez directement vers l'organisme qui vous intéresse, à savoir s'ils ont quelque chose à vous proposer en lien avec Erasmus. Mais voilà, c'est à vous de faire vos recherches après de votre côté, mais il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs possibilités. Je vais évidemment vous parler de ma propre expérience parce que c'est là où je serai la plus adepte pour vous répondre et pour vous expliquer tout ce que j'ai vécu, etc. Donc il faut savoir que j'ai fait un DUT Information Communication. C'est un diplôme qui se fait en 2 ans dans un IUT. Donc personnellement je l'ai fait à Grenoble et j'étais dans l'option communication des organisations. Et à la suite de cela, j'ai appris que après mon diplôme, je pouvais faire un DUT. Donc c'est le diplôme que je suis actuellement en train de passer ici dans mon Erasmus, du coup en Espagne, à Malaga, qui est en Andalousie, donc le sud de l'Espagne. Je suis ici depuis 10 mois, donc c'est le programme qu'on dit comme un an qui comporte 2 semestres. Donc ça fait un petit moment que je suis ici. Un DUT c'est quoi? C'est un diplôme universitaire d'enseignement technologique international. C'est un diplôme qui se passe du coup en un an et qui est l'équivalent d'un bac+3 et qui est reconnu en France. Faut le savoir que c'est pas reconnu du coup dans votre pays d'accueil, mais en France. Donc tous les ECTS, donc les crédits que vous accumulez pour les matières que vous passez, seront après convertis en France et acceptés et reconnu en France. Après il faut quand même que vous sachiez que le DUT c'est un diplôme qui est moins reconnu par exemple qu'une licence 3 en France et qu'il y a certains masters par exemple qui vont pas forcément vous accepter bien que vous ayez un DUT parce que c'est moins reconnu. Nous on nous avait prévenu dès le départ, donc il faut que vous vous informiez si l'école que vous visez après pourrait accepter ce diplôme et également que vous vous battiez pour reconnaître que ça a de la valeur. C'est après à vous de bien bosser sur le côté. Il faut obligatoirement du coup avoir obtenu un DUT avant pour pouvoir suivre ce diplôme. Il faut vraiment que vous vous renseigniez auprès de votre établissement à voir s'ils proposent des échanges en Erasmus. Personnellement, nous, ils avaient organisé des réunions pour nous présenter le programme, nous présenter les destinations. Et au niveau des destinations, elles étaient vraiment multiples, c'est-à-dire qu'il y en avait autant en Europe que hors Europe. Vraiment, il faut savoir que l'Erasmus, c'est pas simplement que l'Europe. Certes, c'est majoritairement en Europe, mais il y a aussi des destinations autour. Dans notre cas, bon, il n'y avait pas que le programme Erasmus que proposait mon IUT, mais j'avais des destinations dans le sud de l'Amérique, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Chine, en Angleterre, enfin vraiment beaucoup de choix. Après vous faites des vœux et selon le nombre de personnes qui demandent ce vœu et vos résultats, vous avez des attributions. Donc voilà. Certaines destinations demandent également de passer un test de langue. Donc personnellement au début j'avais testé les États-Unis et il m'a manqué quelques points au TOEFL. Du coup je n'ai pas pu postuler pour ce vœu là. Pour là où j'allais en Espagne, ils m'ont demandé aucun niveau de langue. Après bien sûr ils regardent vos notes que vous avez au long de l'année en espagnol. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé dans ces vidéos, je m'hydrate. Du coup l'avantage de ce DUT c'est que vous poursuivez toujours dans un cadre qui est quand même universitaire, donc à la suite de votre DUT, mais ça vous permet d'avoir ce côté international dans votre 3e année d'études supérieures. Du coup en fait je suis inscrite encore à l'université en France, donc de Grenoble, mais je suis également inscrite dans l'université ici à Malaga. Voilà, je suis inscrite dans les deux. Donc maintenant au niveau de mes cours, donc il faut savoir que je les ai choisis, donc je devais en choisir 5 par semestre. Actuellement ici en Espagne je suis toujours dans la faculté de communication, mais dans la formation publicité et relations publiques. Donc il y avait également audiovisuel et journalisme, parce que ça n'existe pas vraiment communication ici en Espagne. La difficulté au début de l'année ça a été déjà de choisir ses cours sans vraiment connaître. Après vous avez une sorte de fiche détail, ça vous pouvez fouiller dans votre université d'accueil. Souvent des informations, donc moi c'est comme ça que j'ai fait. On devait également créer son propre emploi du temps. Donc il y a certains cours qui fonctionnaient pas entre eux au niveau des horaires
Personnellement, ils nous laissaient un certain délai pour que vous puissiez tester les cours, voir si ça fonctionnait entre les horaires, etc. Et après vous pouvez modifier vos cours si ça marchait pas ou si ça n'allait pas. Du coup, comme je disais, j'ai 5 cours par semestre et chaque cours vous avez 4 heures par semaine de ce cours là avec à chaque fois 1 heure de pratique. Donc 1 heure de pratique, ça va être des exercices ou alors travailler sur votre groupe de travail. Ça peut être devant des ordinateurs ou bien en classe. Pour normaux, en fait, ce qui se passait en classe, on n'avait vraiment aucun amphithéâtre. J'ai eu des cours très variés, donc c'était relations avec les médias, design web, design graphique, protocole et organisation d'événements, réalisation de vidéos multimédia. Là, je vous ai donné quelques exemples. Au niveau du volume horaire, au total, ça vous fait 20 heures par semaine. Il y a des jours où j'avais que 1 heure de cours et d'autres où je pouvais en avoir 6. Par contre, vous avez le même emploi du temps chaque semaine, ce qui change de l'UT. Après, comment je fais pour valider du coup mon année? C'est vraiment relatif à votre établissement en France d'accueil et le pays où vous allez, parce que je sais que ça peut varier énormément. Mais dans mon cas, pour avoir mon année, il faut que j'ai la moyenne à toutes mes matières. Les notes ne peuvent pas se compenser entre elles en France, c'est-à-dire que notre établissement ne les fait pas compenser. Donc par exemple, si j'ai 7 dans toutes les matières mais que j'ai 4 dans une matière, ça ne compensera pas. Au-delà de devoir avoir la moyenne, j'ai dû faire un mémoire, donc totalement dans ma langue d'accueil. Donc j'ai dû faire un mémoire en espagnol de 15 pages il me semble, sur un thème libre de votre choix. Ensuite j'ai dû faire un dossier de 2 pages sur mon projet personnel et professionnel et j'ai dû faire un guide de la ville. À ça, il faudra que j'ai une moyenne de 10 sur 20 minimum. Donc peu importe si j'ai réussi toutes mes matières ici en Espagne, si je n'ai pas la moyenne sur ça, et ben j'ai pas mon année. Trop bien. En plus, je vais vous parler de ça, mais je suis actuellement en plein dedans, c'est-à-dire que la semaine prochaine je commence mes examens de fin d'année. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer. Après, je sais que certains IUT vous demandent même de passer un oral dans votre langue. Moi, ça aurait été en espagnol. Évidemment, tous mes cours étaient dispensés en espagnol. Je vais vous parler du logement. Comment j'ai fait pour trouver un logement? Pour moi, il y a différentes façons de trouver un logement. Donc tout d'abord, Facebook, ça peut être votre meilleur ami. En effet, il existe différentes pages sur Facebook, donc ça peut être des pages spécifiques à votre ville ou des pages, je sais pas, par exemple Erasmus Malaga ou des pages logement, et là-dessus vous trouverez des annonces. Vous pourrez même vous-même poster un message par exemple en disant que vous recherchez un logement. Il y a souvent des personnes qui peuvent vous répondre et vous donner des pistes. Également, il y a des organismes donc de voyage ou des organismes tout court qui sont pas mal centrés sur les Erasmus. Donc par exemple ici il y a MSE, donc c'est Malaga South Experience, qui organise pas mal de voyages, mais également qui vous propose des logements. Sur leur site web, il y a également une des pages qui est juste dédiée au logement. Je sais que ESN, c'est également une asso qui est présente donc dans le monde ou juste en Europe, je sais pas. Ils peuvent également vous donner quelques pistes, vous pouvez leur demander. Ce qu'il ne faut pas laisser de côté également, ce sont les étudiants qui sont actuellement dans la ville où vous allez aller ou bien qu'ils y ont été, parce qu'ils peuvent vous céder leur appart ou ils peuvent connaître des potes qui eux cherchent des gens pour qui récupèrent leur appart. Donc ça peut vraiment être un bon filon. Et enfin, il y a la méthode que moi j'ai utilisée et qui a très bien fonctionné, donc c'est les sites immobiliers. Dans mon cas, c'était Idealista. Vraiment retenez ce site. C'est un site immobilier qui vous propose plusieurs offres. Un propriétaire d'un appartement qui souhaite louer son appartement à des jeunes ou qui que ce soit poste l'annonce en fait sur ce site et voilà. Mon problème au début ça a été quand même que je trouvais pas mal d'appartements qui me paraissaient un peu vieux, bien que je voulais pas faire de chichi etc, mais vous comprenez que je voulais quand même bien me sentir dans mon appartement. Mais il faut pas lâcher l'affaire, il faut que vous cherchiez, et moi à force de chercher, de regarder, d'actualiser de temps en temps, j'ai trouvé des petites pépites et après en fait vous rentrez en contact avec le proprio. Ça peut varier comment ça fonctionne selon la personne. Moi ça s'est très bien passé, j'ai trouvé cette petite pépite dans laquelle je vis. Souvent on demande aussi également combien de temps je m'y suis pris avant. Il faut savoir que je m'y suis prise en 2 mois et demi avant. Après c'est toujours mieux de s'y prendre à l'avance, mais au final les apparts se libèrent que en juin ou en juillet, donc au final les annonces vont arriver plus tard, donc au final ça n'a pas été problématique pour ma part. Également une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est mieux de le faire à distance ou sur place? Moi par exemple j'ai vraiment fait tout à distance, c'est à dire que j'ai eu les photos, après j'ai parlé avec eux, ils m'ont renvoyé plus de photos, enfin vraiment ils me paraissaient super réglo. Mais après je connais également des gens qui eux n'avaient rien, sont arrivés, ont loué un Airbnb et pendant plusieurs semaines ils étaient à la recherche, donc ils visitaient. Je pense que ça rapporte plus de stress et puis c'est quand même un investissement parce que vous devez déjà payer un logement éphémère, donc que ce soit un Airbnb ou que sais-je, mais c'est aussi plus de sûreté parce qu'au moins
moins vous visitez l'appart, vous rencontrez le proprio, donc c'est sûr que d'un côté ça vous enlève, c'est de ce côté que ça se trouve une fausse annonce ou c'est une arnaque, etc. Donc c'est bien d'être sur place, mais moi je vous dis à distance ça s'est très bien passé et je m'en porte très bien, donc voilà. Une grande question aussi qui est revenue plusieurs fois, c'était est-ce que c'est mieux de faire une coloc quand on est en Erasmus ou de vivre seul? Vraiment, j'ai toujours préféré, et dans ma tête ça a été, je préfère vivre seule, la coloc c'est pas mon truc, mais quand je me suis dit je pars en Erasmus, forcément je fais une coloc. Parce que je me disais je préfère vivre le truc à fond, vraiment être avec des étrangers tout le temps, jusqu'à dans ma maison. C'est la meilleure alternative parce que là vous êtes quand même plus loin, vous avez moins de repères de par la langue, les coutumes ici qui peuvent être différentes, etc. Vous avez votre famille, vos potes de France, etc. Donc c'est quand même cool de pas vivre seul, à mon sens. Donc pour moi la coloc c'est la meilleure option. Alors forcément il y a toujours ce risque que vous tombez sur des gens avec qui ça se passe pas bien ou quoi. Après vous pouvez faire avec ou vous pouvez changer de logement, il y a toujours une alternative. Et puis je sais pas, sur une coloc de cas vous entendez pas avec deux mais avec une personne, bah vous vivez votre meilleure vie avec cette seule personne, mais au moins ça vous fait un allié et un pote à votre maison. Donc voilà, je conseillerais quand même la coloc. En plus vraiment ça me permettait de me dire ok je rentre chez moi mais c'est pas pour ça que maintenant je parle que français, je vais encore parler une langue étrangère et ça aide énormément pour progresser. Ce qui est sûr c'est que je ne compte pas refaire une coloc. C'est définitivement pas forcément mon truc, mais c'est pas pour ça que je regrette. Je n'aurais pas du tout préféré vivre seule. Je suis très contente d'avoir fait une coloc cette année. Au niveau de l'argent, je payais 300 €. Ma chambre c'est la plus petite, c'est pourquoi je paye 300 €, mais il y en a certaines qui payent 450, etc. Après il y a les frais. Je paye à peu près 55 € tous les 2 mois environ, on va dire, pour les frais, donc ce qui est électricité, eau, etc. Après il faut savoir que les frais peuvent vraiment varier d'un mois à l'autre. Il a abordé le sujet des voyages. C'est totalement possible de faire des voyages par soi-même parce que des fois ça coûte moins cher. C'est à vous de vous informer un peu des différents moyens de transport, des offres qui peuvent être plus avantageuses, etc. Mais il y a également des organismes qui sont présents, qui vous organisent des bons voyages et à des prix quand même assez abordables parce que ça vous prend en compte quasiment tout. Je vous parle de certains organismes avec lesquels je suis partie. Donc encore une fois MSE organise des voyages, des très beaux voyages. Donc ça peut être des voyages en Espagne ou au Portugal ou au Maroc dans mon cas vu que c'est pas très loin. Vous avez également un autre organisme qui est Best Life Experience qui organise des bons voyages. Après il y en a d'autres. Là je vais vous parler d'un point qui me paraît super important et que c'est bien d'être informé sur le sujet. C'est au niveau des aides financières. Ça peut varier selon si vous êtes boursier ou non. Donc si vous êtes non boursier, vous avez accès à la bourse Erasmus+. Vous avez également les aides des collectivités territoriales, donc que ce soit votre ville, votre département ou votre région. Vous pouvez aussi avoir les aides de votre école ou des organismes d'échange. Et quand vous êtes boursier, vous pouvez avoir en plus du coup la bourse Crous que vous avez même en France et également un complément d'aide que fournit la bourse qui est l'aide à la mobilité internationale. Étant boursière, personnellement j'y avais accès. Après il faut que vous sachiez que des fois dans certains établissements il y a par exemple certaines bourses qui ne sont pas cumulables. Les montants peuvent varier selon votre pays où vous allez et également ça peut varier quand vous êtes boursier selon l'échelon. Donc moi je vais vous parler de mon année, ma destination, mon université, etc. Tout d'abord la bourse Erasmus+. Donc c'est la bourse que vous donne le programme Erasmus. Vous aurez 2 versements. Le premier arrivera dans le premier 3 mois et après le reste arrivera à la fin de votre séjour. Donc ça il faut juste que vous preniez en considération parce que moi j'ai été grave en galère le premier mois parce que toutes mes bourses sont arrivées vers octobre, décembre. Du coup il faut vraiment que vous preniez en considération que les bourses ne vont pas forcément arriver directement. Pour y avoir accès vous deviez du coup faire un dossier, passer un test de langue que vous passez au début et à la fin de votre séjour et je devrais également faire un rapport de fin de séjour et donc au total ça représentait 2005 € cette bourse. Ensuite au niveau de ma bourse de l'aide territoriale, donc personnellement moi c'était BRMI, donc c'est la bourse que donne la région Auvergne-Rhône-Alpes. Même principe, c'est vous avez 75% au début puis on vous verse les 25% restants à la fin de votre séjour. Donc c'est 1045 € et à cela ils ont ajouté parce que j'étais boursière et selon mon échelon 455 €. Et j'ai également un rapport de fin de séjour à remplir. Ensuite du fait que j'étais boursière, de septembre à juin je touche 477 € et en plus du coup AMI, donc c'était l'aide à la mobilité internationale et aussi donnée par le Crous, pour moi c'était 1600 € du coup en plus que j'avais. Au total à la fin de l'année j'avais donc reçu comme aide 9883 €.
qui est énorme et j'en suis extrêmement reconnaissante d'avoir eu autant d'aide. Faut vraiment vous renseigner parce que si vous avez peur de ne pas avoir forcément d'argent, comme vous pouvez le constater, j'ai été extrêmement aidée et je n'ai fait grâce à cela aucun prêt pour ce voyage. Également la question que l'on peut se poser, c'est comment s'en sortir en langue quand ce n'est pas notre langue natale. Donc personnellement moi c'était l'espagnol. Il faut savoir que j'ai commencé l'espagnol en 4e, donc en comptant cette année en Espagne, ça fait 8 ans que j'ai commencé l'espagnol. Donc ça fait 8 ans quand même que j'accumule petit à petit quelques bases, bien que vraiment je ne me considérerais pas vraiment avec un super niveau, alors qu'on peut se dire que c'est quand même beaucoup d'années, mais au final la meilleure façon de progresser et de s'améliorer en langue c'est la pratique, donc rien de mieux qu'un échange à l'international pour ça. Après il faut également savoir, mon beau-père est chilien, donc ce qui fait que quelquefois je l'entendais parler espagnol, donc il n'a jamais parlé espagnol avec moi, mais j'ai déjà rencontré sa famille et du coup j'ai été confrontée à des situations où je devais parler que espagnol, qui m'a déjà aidée, je pense, à faire un certain déblocage dans votre tête en vous disant je peux me débrouiller, j'y arrive. Je pense qu'il faut avoir quelques bases, c'est préférable, bien que je connaisse des gens qui sont arrivés ici et qui ne connaissaient pas un traître mot d'espagnol et qui s'en sortent très bien. L'université du coup ici me proposait un cursus en espagnol, donc qui se passait avant ma rentrée, parce que ma rentrée elle était fin septembre début octobre et le cursus du coup se passait en septembre. C'était plus de 10 jours où j'avais 4 heures d'espagnol par jour. Donc au tout début j'ai passé un test de langue, après ils nous classaient du coup par niveau. Du coup moi j'étais en B1, niveau classique. Ça m'a vraiment aidé à revoir toutes mes bases, des trucs bidons mais qui sont importants, et ça m'a vraiment aidé je pense et conditionné pour la suite. Également c'est vraiment le meilleur moyen pour rencontrer des Erasmus en fait, parce que vu que dans votre classe vous avez été avec des gens de toutes les nationalités qui sont ici pour la même chose que vous, c'est-à-dire en échange. Également pour vous aider dans la langue, il y a tout ce qui est les cours en ligne. En classe, du coup comme je vous disais, vu que tous mes cours étaient dispensés en espagnol, pour m'aider, déjà il y avait certains matériels qui rentraient dans l'intranet. J'avais un support visuel, écrit, ce qui est plus simple. Après vous avez les élèves, faut pas avoir peur, ils vont pas vous manger. Ils peuvent vous aider quand vous avez des questions, quand vous n'avez pas trop compris, etc. Les profs également, franchement moi les profs étaient vraiment super cool. Je vous conseille quand vous arrivez au début de l'année d'aller vous présenter, dire bonjour je suis une étudiante Erasmus, qui voit votre tête, qui sache un peu qui vous êtes. Personnellement à chaque fois ils m'ont dit si je vais trop vite tu me dis, si t'as des doutes n'hésite pas à venir me voir, vraiment ils ont été super cool. Je vous conseille également un site qui est Word Référence, je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est un dictionnaire, vous mettez votre mot en français et la langue que vous voulez. C'est vraiment un dictionnaire que nos profs de langue nous conseillent. Les dictionnaires évidemment, personnellement nous on a le droit d'amener nos dictionnaires aux examens, donc c'est quand même plus rassurant. Évidemment pour s'améliorer, rien de mieux que de pratiquer. N'ayez pas peur de vous tromper, déjà ils trouveront ça mignon, sachez-le. Au contraire, vous serez plus bête de ne pas essayer parce que vous avez peur de vous tromper que de continuer et au final persévérer et de voir que vous vous améliorez et vous serez vraiment fiers de vous. Moi mon niveau je sais qu'il a vraiment progressé au fil du temps parce que j'avais pas peur de parler, pas peur d'essayer, et puis à force de parler avec des gens déjà vous accumulez leur vocabulaire, leur construction de phrases, etc., leur accent. Au niveau de votre intégration en Erasmus, il faut savoir que déjà il y a beaucoup d'organismes qui organisent des événements spéciaux Erasmus, donc que ce soit dans des bars, dans des boîtes, que ce soit, je sais pas, des visites de la ville, que ce soit des événements sur la plage ou les voyages, etc. Ça aide énormément à rencontrer des gens. C'est vraiment propice à discuter, à rencontrer des gens, surtout au début de l'année. Également, donc dans mon cas, il y avait le programme Buddy, donc qui peut vous aider. L'université d'accueil vous met en contact avec un de ses étudiants, donc ici en Espagne. Donc personnellement, moi ça n'a pas été quelqu'un de ma carrière. En fait, cette personne en gros a pour but d'être là pour vous si vous avez des questions ou si vous avez envie de faire des trucs avec elle, ou voilà, elle peut vous aider, elle est là. Quelques petits conseils que je pourrais vous donner. Renseignez-vous également au début de l'année s'il y a des cartes de réduction qui sont mises en place. Par exemple, nous, ESN, comme je vous parlais, ils font une carte qui vous donne quelques réductions, notamment sur une compagnie aérienne, donc eux c'était Ryanair. Donc si jamais vous savez que vous allez voyager, etc., ça peut être un bon plan. Et sinon, le plus gros conseil que je vous donne, c'est si vous avez envie de le faire, faites-le. Ne vous dites pas oh non je sais pas, enfin j'ai envie mais j'ose pas trop. Faites-le, osez, partez, parce que vous allez regretter en fait après si vous le faites pas. C'est mieux de vivre l'expérience et de se dire ok je l'ai fait, alors que si vous le faites pas vous serez toujours en mode et si j'étais partie, etc., comment ça serait passé. N'ayez pas peur, je sais que c'est un pays à l'étranger mais ça pourra vous apporter énormément. Vous allez découvrir une nouvelle culture,
vous améliorer en langue, rencontrer des personnes de différentes nationalités, ce sera toujours un plus. Si vous avez peur au niveau scolaire, alors certes, selon votre formation, etc., c'est pas forcément toujours bien perçu de faire une année d'Erasmus, mais c'est à vous derrière de prouver que ça a été bénéfique, que vous en avez retiré des enseignements, que vous avez travaillé, que vous avez eu des bonnes notes, et au contraire ce sera un avantage parce que déjà bon, vous avez ce côté linguistique qui est important et qui sera un avantage dans votre CV, mais également de dire je suis arrivée dans un pays qui n'était pas le mien, j'ai réussi à me débrouiller, à être autonome, à m'organiser, etc. Donc ça mettra en valeur certaines qualités que tout le monde n'a pas forcément. Si jamais vous devez retaper une troisième année, enfin dans mon cas c'était pour ma troisième année en France, ce sera jamais une année perdue. Je voulais aussi aborder un certain préjugé. On se dit souvent Erasmus égale fête, voyage. C'est vrai, c'est présent. Il y a beaucoup de fêtes, c'est propice à sortir. Également, je n'ai jamais autant voyagé de ma vie. Je veux casser ce préjugé car j'ai beaucoup travaillé. Parce que déjà, vous avez un handicap qui est la langue. Moi, quand je suis arrivée ici, j'étais en mode... J'ai l'impression d'avoir perdu -5 de niveau par rapport à la France parce que vous ne pouvez pas vous exprimer aussi bien que vous le voulez. Également, vous n'avez pas suivi exactement le même programme. Puis vous êtes au même titre que les Espagnols. Vous passez le même examen, comme que vous ayez la note qui va avec. Après, encore une fois, ça dépend des universités. Je vous ai demandé sur Instagram si vous avez des questions à ce propos. Du coup, je vais répondre à vos petites questions. Que prend en charge Erasmus niveau bourse, logement, inscription dans l'école? Il faut savoir que moi déjà, mon inscription dans l'école, j'ai payé que mon inscription à Grenoble, ça je l'avais pas précisé, et pas à Malaga. Après, comme je vous ai dit, du coup Erasmus en soi vous donne une bourse. Ma colocation, en règle générale, ça s'est plutôt bien passé. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo plus détaillée où je pourrais vous parler vraiment de toute mon expérience, etc., etc. Comment tu as vécu cette expérience et est-ce que le changement de vie IUT Erasmus a été facile à supporter? Comment j'ai vécu cette expérience? Donc déjà, je vous ai dit le côté des voyages qui a été très enrichissant. Le changement de vie IUT Erasmus, il faut savoir qu'à l'IUT, c'était plus sur un volume horaire de 30 à 35 heures et sur des cours qui changeaient tout le temps. Là, vraiment, j'ai eu 10 cours dans l'année, toujours les mêmes, et un volume horaire qui était plus petit. Donc on peut se dire qu'on est déjà plus relax niveau horaire. Niveau travail, je me suis retrouvée quand même plusieurs similitudes vu qu'on avait quand même pas mal de groupes de travail. Moins que à l'IUT mais quand même, donc ça se rapprochait à ce niveau-là. Donc j'ai quand même eu des oraux et des dossiers. Chose qu'on faisait à l'IUT. Cette vraie différence que j'ai vue liée à ma formation et à la différence entre fac et IUT, également je pense au pays. Le DUT que j'ai passé m'a donné beaucoup de bases dans mon domaine de la communication. Et j'ai vu que certains n'ont pas ça, rien que pour les logiciels. Pourquoi Malaga? Malaga c'était pas forcément mon premier choix parce que je m'étais vraiment orientée vers l'anglais. J'avais fait les États-Unis et l'Irlande mais ça n'a pas été fructueux. L'Espagne était mon premier choix dans le sens dans le mode de vie. J'étais plus en mode Malaga, il y a la plage, il y a le soleil. Et puis en plus de ça, surtout c'était le programme qu'ils enseignaient à Malaga qui m'intéressait davantage parce qu'en soi Malaga je ne connaissais pas du tout et que je voulais avoir beaucoup la surprise, donc j'ai regardé très peu de photos et vidéos. Question pour le futur, de par ton expérience Erasmus, te vois-tu vivre en Espagne? Alors, j'adore leur mode de vie, leur horaire décalé, cet esprit de convivialité, etc. que j'adore et que j'aimerais avoir au quotidien. Le climat aussi, indéniable. Mais j'aime mon pays, j'aime la France. Alors oui, pourquoi pas vivre en Espagne, mais pas toute ma vie, pas toute seule. Je pense que c'est un beau pays, mais déjà je sais que c'est super galère de trouver du boulot ici. Donc ce serait pas la meilleure option en fait niveau professionnel. Par contre également niveau de vie ici est cool, au niveau des prix je veux dire. Au bout de combien de temps as-tu vraiment bien amélioré ton espagnol? Au tout début, mon cerveau il était un peu en mode je sais plus là. Il était complètement perdu parce qu'au début tu vas parler français avec les français que tu croises, tu vas parler anglais avec les gens qui ne savent pas forcément bien parler espagnol et tu vas parler espagnol avec ceux qui savent se débrouiller en espagnol. Donc français, anglais, espagnol, des fois avec autour de la table des personnes avec qui tu vas parler ces 3 langues. Donc ton cerveau il va devoir faire des changements hyper rapides, etc. À la fin tu sais plus comment tu t'appelles. Donc vraiment au début franchement ça surchauffe ton cerveau parce que le temps qu'il s'habitue, qu'il sache faire la transition, etc., que ça devienne fluide, il te faut quand même un petit temps d'adaptation. Après, je pense vraiment que je peux dire que je me suis vraiment améliorée au bout minimum de 4-5 mois. Et quand tu dépasses les 6 mois, tu sais que tu passes un certain cap dans la langue. Pour répondre honnêtement, je dirais que je me suis vraiment bien améliorée après mes 6 mois. Après, je considère pas non plus être bilingue, qu'on se le dise. Tu as réussi à t'intégrer rapidement. Donc comme je vous ai dit, si vous parlez, si vous faites les cursus, si vous allez aux événements, c'est vraiment plus propice à rencontrer des gens et à s'intégrer
plus rapidement. Donc moi personnellement c'est ce que j'ai fait, donc ça m'a aidé. Tu repars sur Grenoble, finir tes études. Mais non, je ne compte pas repartir sur Grenoble. Si tout se passe bien, c'est vrai j'ai encore un peu du mal à en parler parce que pour moi bah j'ai pas encore mon année, donc rien n'est sûr. Mais si j'ai mon année, l'année prochaine je pars à Montpellier dans une école de communication privée pour faire mon master. Une année c'est pas trop long, donc cette question je suis un peu mitigée parce qu'on va dire oui et non. C'est vraiment subjectif selon ma propre expérience. Moi au bout des 6 mois j'étais en mode ok c'est bon, j'ai fait, je peux rentrer. Et au final c'est après les 6 mois que je me suis mieux débrouillée en langue. J'ai plus cette sensation d'avoir vécu le truc complètement et d'avoir été jusqu'au bout. Après 6 mois c'est déjà énorme, je pense que c'est déjà super bien pour avoir une bonne expérience, pour t'améliorer en langue etc. C'est quand même pour moi un peu long, 1 an, mais de par ma situation, bah déjà mon copain est en France etc, ça y joue beaucoup et ça dépend de ton expérience, comment tu te sens ici, des gens qui t'entourent. Personnellement moi je connais des gens, je suis sûre que je leur pose la question et ils me disent mais non mais c'est trop court, je veux rester ici. Bien que voilà, je suis super reconnaissante de l'expérience que j'ai pu vivre ici, que l'Espagne va me manquer, que j'ai adoré Malaga, mais je sais que j'ai plein de belles choses qui m'attendent en France et que je suis pressée de les retrouver. J'ai enfin terminé cette fameuse vidéo. J'espère que vous avez eu pas mal de réponses grâce à cette vidéo. Évidemment en commentaire, mais je peux répondre à toutes vos questions sur mes réseaux sociaux, évidemment pareil. N'hésitez pas à venir me parler, me poser toutes vos questions. Je suis là et je réponds vraiment à tout le monde. Et sinon, bah si vous partez en Erasmus, je vous souhaite un très beau voyage et je vous souhaite plein de belles choses et vivez ça à fond. Et je vous fais de gros bisous. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cetirizine, your fever scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop?